Chaque année, Coca-Cola dépense des milliards de dollars en publicité. Mais si vous regardez bien leurs pubs, vous remarquerez un truc étrange. Ils ne vous parlent jamais vraiment de leurs produits. Pas de goût, pas d'ingrédients, pas de bienfaits. Juste des images de bonheur, de familles réunies, d'amitié éternelle. Et si cette obsession pour l'image cachait quelque chose? Derrière la canette rouge la plus reconnaissable du monde se cache une histoire vieille de plus d'un siècle, faite de coups de génie marketing, mais aussi de scandales sanitaires, de collusions politiques et d'accusations bien plus graves. Aujourd'hui, on remonte le temps pour comprendre comment une simple boisson de pharmacien est devenue l'un des empires les plus puissants de la planète. Installez-vous, ça va être long. Chapitre 1. King Size Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. There's nothing like ice cold Coca-Cola. Pour comprendre Coca-Cola, il faut remonter à l'Amérique des années 1880. À l'époque, la médecine moderne inspire encore beaucoup de méfiance. Et un marché parallèle explose. Celui des remèdes miracles vendus sans aucune régulation. N'importe qui pouvait inventer une potion et lui prêter toutes les vertus imaginables. Un pharmacien du nom de John Pemberton, ancien soldat sorti brisé de la guerre civile américaine, en consomme lui-même énormément. Blessé au combat, on l'avait bourré de morphine pour supporter la douleur, et il en était resté dépendant. Il découvre alors un tonique à base de vin et de feuilles de coca, censé soulager toutes sortes de maux, et s'en trouve mieux. Convaincu par cette expérience, il décide de créer sa propre version. En 1884, il lance une boisson à base de vin et de coca. Mais un an plus tard, la prohibition frappe plusieurs États américains, l'obligeant à retirer l'alcool de sa recette. Pour masquer l'amertume qui en résulte, il ajoute une quantité massive de sucre. Son comptable lui souffle alors un nom accrocheur pour cette nouvelle version, Coca-Cola, en référence directe à ses deux ingrédients actifs, la noix de cola et la feuille de coca. Oui, cette dernière contenait bien de la cocaïne, même si l'entreprise a toujours minimisé ce fait. Il faudra attendre 1929 pour que les composants actifs de la cocaïne soient totalement retirés de la formule. Mais au départ, les ventes restent faméliques. Le marché des remèdes miracles est saturé et Coca-Cola n'est qu'une boisson de plus parmi des centaines. Pemberton meurt en 1888, ruiné et malade, sans jamais savoir ce que sa création allait devenir. Chapitre 2. La machine a créé un mythe. C'est un homme d'affaires nommé Asa Candler qui rachète l'entreprise pour une somme dérisoire. Il consolide rapidement son contrôle total sur la société, quitte, selon certaines enquêtes ultérieures, à falsifier des documents et à détruire les archives des débuts de l'entreprise pour effacer les traces. Candler comprend une chose essentielle. Vendre du Coca-Cola comme un médicament ne fonctionne pas. Il change alors totalement de stratégie et repositionne la boisson comme un plaisir accessible à tous, associé à la détente et à la bonne humeur. Il inonde les villes de panneaux publicitaires, peint le logo sur des granges, distribue des coupons gratuits aux meilleurs clients des pharmacies locales, sachant que les composants addictifs de la boisson feraient le reste. Coca-Cola devient un pionnier absolu du marketing moderne. Parrainage de célébrités et de sportifs, campagne de Noël mettant en scène un Père Noël bien identifiable, tenant une bouteille rouge et blanche, usage systématique de figures féminines séduisantes dans les publicités, études statistiques sur les habitudes des consommateurs en magasin. Chaque nouvelle technologie, radio, puis télévision, devient un nouveau terrain de conquête publicitaire. Un tournant majeur survient quand deux avocats proposent à Candler l'idée de mettre la boisson en bouteille. Persuadé que l'idée ne mènera nulle part, il leur cède les droits d'embouteillage à vie pour $1 symbolique, sans aucune clause de révision des prix. Une erreur monumentale, quand les coûts de production augmenteront des décennies plus tard, l'entreprise sera engagée dans de multiples procès coûteux pour tenter de racheter les droits qu'elle avait bradés. Chapitre 3. Une guerre très rentable. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que le sucre est rationné, Coca-Cola obtient quelque chose d'extraordinaire, une exemption. L'entreprise argue qu'elle est un produit essentiel au moral des troupes et parvient,
à force de lobbying, à faire nommer un de ses cadres au sein même de la commission de rationnement. Le président de la compagnie va plus loin. Il promet publiquement que chaque soldat américain, où qu'il se trouve dans le monde, pourra acheter une bouteille de Coca-Cola pour 500, quel qu'en soit le coût pour l'entreprise. Une décision qui semble insensée financièrement, mais qui s'avère être un coup de génie. Elle associe durablement la marque au patriotisme et à l'effort de guerre dans l'esprit du public américain. En coulisses, le gouvernement finance la construction de dizaines d'usines d'embouteillage à travers le monde, officiellement pour le moral des troupes. En réalité, cela permet à Coca-Cola de s'implanter durablement sur des continents entiers aux frais du contribuable. Les soldats, ravis de retrouver ce goût familier loin de chez eux, deviennent malgré eux les meilleurs ambassadeurs de la marque partout où ils sont déployés. Mais il y a un détail nettement plus dérangeant. Pendant que Coca-Cola se présentait comme la boisson patriote des soldats américains, sa filiale allemande continuait de vendre le produit et de s'en distancer publiquement de tout ce qui était américain pour survivre sur le marché nazi. Quand les restrictions de guerre coupent de l'approvisionnement en sirop, le dirigeant de la filiale allemande a une idée: créer une nouvelle boisson à partir de restes de production agroalimentaire. Cette boisson deviendra le Fanta, un succès commercial en pleine Allemagne nazie. À la fin de la guerre, les profits de cette marque reviendront directement au siège de Coca-Cola, et son inventeur allemand sera promu au sein du groupe. Chapitre 4. Les enfants, cible privilégiée. Dans les décennies qui suivent, la stratégie de Coca-Cola devient limpide. Capter les consommateurs le plus jeunes possible pour en faire des clients à vie. Des contrats d'exclusivité sont signés avec des établissements scolaires, offrant des sommes conséquentes en échange du droit exclusif de vendre leurs produits dans les distributeurs automatiques, au détriment d'alternatives plus saines comme les jus de fruits. L'entreprise multiplie aussi les objets dérivés, jouets, figurines, jeux de société, officiellement destinés aux adultes collectionneurs, mais qui séduisent surtout les plus jeunes. Le placement de produits dans les films familiaux devient une autre voie de contournement des restrictions publicitaires visant les enfants. Dans les années 1980, les données scientifiques s'accumulent sur les effets réels de la boisson. Obésité, diabète, dépendance au sucre dès le plus jeune âge. Une étude montre qu'une seule boisson sucrée supplémentaire par jour augmente de manière significative le risque de surpoids chez l'enfant. Face à cette pression, l'entreprise adopte une stratégie bien connue de l'industrie du tabac: financer des études scientifiques destinées à semer le doute plutôt que de changer de politique. Des millions de dollars sont aussi investis dans le lobbying pour s'opposer aux taxes sur le sucre. Chapitre 5. Scandales sanitaires et environnementaux. À la fin des années 1990, plusieurs scandales sanitaires éclatent. En Belgique, des enfants tombent malades après avoir consommé du Coca-Cola, provoquant un rappel massif des produits. En France, plus d'une centaine de cas similaires sont signalés. En Inde, l'entreprise est accusée d'avoir contaminé des nappes phréatiques avec ses eaux usées. Des analyses indépendantes révèlent la présence de résidus toxiques autour de certaines usines, rendant des terres agricoles stériles selon des témoignages locaux. L'accès à l'eau devient un point de tension récurrent dans plusieurs régions du monde, notamment au Mexique, où l'entreprise a bénéficié de nombreuses concessions d'eau accordées sous une présidence dirigée par un ancien cadre de la filiale locale de Coca-Cola, une proximité largement critiquée. En Colombie et au Guatemala, des plaintes ont visé des usines d'embouteillage liées à Coca-Cola, accusées d'être impliquées, directement ou indirectement, dans des actes d'intimidation violente contre des syndicalistes. L'entreprise a toujours nié toute responsabilité directe, affirmant que ces usines étaient exploitées de façon indépendante. Il serait injuste de prétendre que Coca-Cola est un cas isolé. La plupart des grandes multinationales centenaires ont, à un moment ou un autre de leur histoire, des zones d'ombre, mais peu ont autant cultivé, en parallèle, une image publique aussi soigneusement polie. Conclusion. Ce qui frappe au fond, dans l'histoire de Coca-Cola, c'est à quel point le produit lui-même n'a jamais été le vrai sujet. Depuis les origines de la marque, la stratégie a toujours été la même: vendre une émotion, un souvenir, une identité, pas une boisson sucrée.
Et malgré des décennies de controverses sanitaires, environnementales et politiques, cette image reste étonnamment intacte dans l'esprit du grand public. Alors la prochaine fois que vous verrez une pub Coca-Cola pleine de sourires et de bonheur partagé, posez-vous la question: qu'est-ce qu'on essaie vraiment de vous vendre? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour la suite de la série.